Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon été. C'est la première vidéo du mois d'août sur la chaîne de Cause to Cause. Comme vous l'avez vu, nouveau logo, nouvelle DA et nouveaux invités. Mais bon, on va dire qu'il y a certains habitués qui sont de retour et on a la chance d'avoir un nouveau ancien, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Je suis en très très bonne compagnie aujourd'hui avec les copains du média The Playoff, Yannick et Chris. Salut les gars, comment ça va? Bah, salut Tom, merci de l'invitation. C'est avec grand plaisir que je viens enfin, d'être invité chez toi et après moi t'avoir invité je sais pas combien de fois, enfin tu rends l'appareil donc voilà, je suis très content. Et on m'a forcé la Ouais, main, je tiens à le dire, hein, sinon je l'aurais pas fait, hein. Menteur, mais tu menteur! Oh là 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 et menteur comme un Voilà, fan des Lakers. exactement. Mon Chris, comment tu vas? bah, salut Tom, salut Yannick, salut à tout le monde qui nous regarde sur ta chaîne. Bah, ravi de te retrouver. J'ai déjà fait deux trois apparitions. Pour que tu fasses venir Yannick, c'est vraiment qu'on est en été et que tout ton carnet d'adresses est indisponible, tu vois? Là, on le sait, hein, non, ça fait plaisir de vous retrouver et surtout de vous retrouver pour parler de ce sujet-là, là, qui va être sympa. Exactement, exactement. Bah, comme vous avez pu le voir, je pense sur ma gauche, on a intitulé cette vidéo Malice at the Palace. Non pas qu'on va vous refaire l'événement de Malice at the Palace, parce que je pense que ceux qui ont déjà des connaissances basket doivent, resituer un petit peu globalement l'événement. Nous, on va essayer de le présenter un petit peu les voilà, la bagarre, et présenter surtout ce qui en découle et la façon dont la NBA a été révolutionnée structurellement par la suite. Donc voilà, globalement, ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à cette vidéo. C'est pour être tout à fait honnête, c'est Yannick qui nous a mis la puce à l'oreille, qui nous a lancé sur le débat, donc il peut être fier de lui. Avant de nous lancer directement dans la vidéo, les gars, est-ce que vous voulez parler un petit peu de l'actualité de The Playoff? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur The Playoff? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? À quel rythme et sur quel type de sport? Je vous écoute. Bon, vas-y Yannick, tu fais ça mieux que moi, donc je te laisse la main. Alors The Playoff, c'est un site internet. Alors avant, ça s'appelait, The Free Agent et ça a changé de nom depuis la reprise par The Playoff, qui est un média, mondial qui traite des sports américains. Donc, en ce moment, il y a la saison de baseball, il y a la saison de football américain qui reprend avec, des podcasts donc de baseball sur First Pitch, qui s'appelle First Pitch, du football américain, ça s'appelle Tailgate. Alors, il y a plusieurs types. Il y a la D1, donc le championnat de France. Il y a l'ELF qui est la Ligue européenne. Il y a encore des matchs avec les Paris Musketeers. Il y a également du hockey, plutôt en format écrit, cette fois sur le site internet The Playoff France /news, enfin je sais jamais. Il y a des podcasts également sur la NBA les podcasts First Pitch, c'est une fois par semaine. Le baseball. Le format, football américain, bah, en fait, il y a la NFL en ce moment, c'est les previews. Donc pour vous préparer pour la saison qui va commencer au mois de septembre. Donc là, il y a toutes les previews, on les sort à rythme de 2 par semaine, plus le LF, plus maintenant nouveauté, il va y avoir la NCAA en version football américain. Et puis avec, Chris notamment, eh ben, on fait également, tout ce qui est autour de la NBA et la WNBA pour vous 2, au rythme, allez, on va dire là, c'est l'été, donc on essaie de faire, 1 fois par semaine avec plusieurs thématiques. Chris avec, Anna, une de nos, consoeurs, j'allais dire compères, mais non, voilà, co-mamans, qui ont un type de projet qui est là et moi j'anime également les «Tu préfères» où tu es venu la semaine dernière, d'où est parti le Malice at the Palace, et tout ce que ça pouvait en découler. Donc, tu es venu discuter avec nous. On essaye d'avoir des invités régulièrement, de faire des choses un peu différentes et puis tout au long de l'année, on traite de l'actu NBA. Bah, écoute, tu as été complet, parfait, nickel. Donc n'hésitez pas, à aller écouter, à aller liker, à aller partager le contenu, des copains de The Playoff. Franchement, moi, c'est aussi par là, entre guillemets, que je me suis lancé, en grande partie grâce à Chris sur le format podcast. On a pu partager pas mal de formats ensemble, les gars. Donc c'est vraiment cool de pouvoir, bah, au bout d'un certain temps, Yaya l'a bien dit, mais vous rendre un peu l'appareil et pouvoir échanger au travers d'un sujet qui est quand même bien cool.
J'en profite pour saluer tous les copains de The Playoff, Anna, Elliot qui est aux États-Unis, et on se retrouvera bientôt, je pense d'ailleurs Chris pour faire un petit Elian et podcast Ra news Oui, NBA. Elian et Raph aussi, hein, Et Elian et Raph bien sûr. voilà. bah, il y a Elian un et petit Raph un avec petit un petit Elian avec qui noyau, on a fait le format. Ouais. noyau senti. Exactement. Bon allez les gars, on se lance. Allez, la Je bagarre. vous je vous Alors remets un petit peu, se lancer, on c'est se bien lance. trouvé. C'est bien trouvé pour aujourd'hui. On on va se lancer mais doucement. Je vais vous représenter un petit peu le contexte de dramatique qui a quand même révolutionné la NBA, et puis on va discuter un petit peu du coup de ce match, de pourquoi aussi c'est parti en cacahuète à ce moment-là, et de tout ce qui en a découlé, que ce soit au niveau structurel, au niveau réglementation et du coup, globalement dans la NBA actuelle, heu, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment cet événement a marqué une NBA moderne avec peut-être, je sais pas, plus de réglementation, moins de supporters, dans le sens propre qu'on l'entend nous Européens. On verra, on va essayer d'aborder tous ces sujets-là. Dans un premier temps, messieurs, le contexte. Malice at the Palace, un match qui oppose, les Indiana Pacers aux Detroit Pistons, une rivalité quand même globalement historique au début des années 2000. Les Pistons sont champions en titre à ce moment-là. On les connaît, les c'est un petit peu les héritiers des Bad Boys, on est quand même sur un jeu rugueux, la conférence Est, une intensité défensive assez impressionnante. Du côté des Pacers, on est construit clairement, l'équipe est construite vraiment pour faire tomber Détroit. Une équipe construite autour de Ron Artest, pardon, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal, coaché par un certain shooter historique, comme on l'aime l'appeler. Hem, Globalement, avant de rentrer directement dans le contexte de ce match, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la rivalité entre ces 2 équipes? Quels étaient les acteurs majeurs, les joueurs, vedettes finalement de ces 2 équipes? Et pourquoi cette tension sur un match de saison régulière du mois de novembre? On le rappelle, hein, on est le 19 novembre Mmh. 2004, donc on est globalement sur du début de saison. Vas-y Yannick, si tu veux, j'enchaînerai derrière, hein. Alors, pourquoi cette, rivalité? Bah, en fait, c'est, Détroit, est champion en titre. Ils ont sorti, presque à la surprise générale puisque, 1er de saison régulière, c'était, je crois qu'ils étaient 1er de saison régulière, les Pacers, l'année Oui. précédente. Et ils font un move, au milieu d'année. Ils récupèrent Rachid Wallace et du coup, heu, Larry Brown, c'était la pièce manquante. C'est comme si un puzzle s'était mis en place et du coup, Détroit revient avec une vraie identité col bleu, tu l'as dit, avec, des attaques qui durent longtemps, un score qui est bas et du jeu rugueux mené par notamment, un joueur qui a été multiple, Defensive Player of the Year, c'est, Ben Wallace, Big Ben Wallace, qui était un gars qui avait, des mains à peu près comme les tiennes, Tom. Bah, les C'est-à-dire 2, que ouais. ouais. Non, c'est-à-dire que, il était aussi adroit. Ah, merci. Voilà, c'est gratuit et donc du coup, c'était une équipe qui, un petit peu à la surprise, générale, a réussi à sortir les Pacers et des Pacers qui se voyaient déjà en finale NBA et qui, étaient eux, con l'équipe qui montait donc ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied et donc les Pacers qui, eux, avaient eu un pic qui était, face aux Lakers en 2000 et derrière il a fallu l'équipe qui arrivait en bout de cycle et ça a été reconstruit avec notamment un trade pour faire venir un gamin qui sortait du lycée, qui était Jermaine O'Neal, qui avait fait quelques saisons, du côté de Portland, mais au bout du banc et il arrive ici pour prendre du leadership. Une équipe qui voulait aussi, après le titre de Détroit, monter en gamme et aller chercher, le titre pour offrir à son joueur vedette, Reggie Miller, le fameux titre qui lui manquait. Reggie Miller qui, n'a qu'une seule qualité pour lui, c'est d'être né un 24 août, comme des gens très, très bien, mais qui n'a jamais pu aller jusqu'au Graal suprême et donc du coup, ils montent toute une équipe avec Ron Artest, plus tard qui deviendra Metta World Peace, avec, un meneur qui était Jamal Tinsley, avec, toute une équipe pour vraiment être un vrai contender et jouer vraiment les premiers rôles sur la côte est puisque c'était encore un basket
très rugueux de la côte est et plus, soft, côté ouest. Donc du coup, c'est ça, qui montait et il y a une vraie rivalité entre les 2 et Indiana était extrêmement vexé d'avoir, laissé passer sa chance, puisqu'ils étaient persuadés de battre les Lakers en 2004 comme ont fait les Pistons et du coup, ils récupèrent, du coup, ils vont trader durant l'été pour faire venir leur pièce manquante. C'était Stephen Jackson dont on va reparler. Exactement, tout est clair. Chris, tu voulais rajouter quelque chose ou on enchaîne directement sur le match? Juste rappeler quand même que dans cette donc ils s'étaient affrontés donc en finale de conférence ces 2 équipes et ça avait été déjà, là assez rugueux, Bien sûr. avec une moyenne de points famélique, hein. C'était 75 points de moyenne, je crois, quelque chose comme ça, il y avait déjà C'est eu ça des quand coups qui même. avaient été envoyés par certains joueurs. Donc en fait, c'était un peu le prémisse. Il y avait déjà un historique récent parce que c'était la saison juste avant et les joueurs déjà se foutaient sur la gueule, hein, on va dire ça comme ça, soit par déclaration ou même sur le terrain où il y avait déjà, pas mal de petits coups qui étaient rendus donc il y avait un D'ailleurs terreau fertile. d'ailleurs sur le match 6, le match décisif, enfin le match qui est, le dernier match de la série, Ron Artest prend une, faute flagrante sur un démarquage de Rip Hamilton. Il lui met un coup bien vicelard, mais sous les yeux de l'arbitre. Voilà. Donc Et ce qui est et sûr, c'est que il se fait sortir. il se fait exclure et ça, c'est resté dans la tête des joueurs. Hem, on enchaîne du coup, début de cette saison 2004, début de la saison régulière. On est à Détroit, dans le Palace d'Auburn Hills, enceinte légendaire et mythique du basket global et de la NBA de ces années-là. Confrontation du coup entre les Pacers et Détroit, un 19 novembre 2004. Je pense que ceux qui ont pu le vivre en direct, ça devait quand même être un moment assez incroyable et un peu hors du temps. Comme on l'a dit du coup, rivalité, plus que naissante. Indiana voulait absolument faire tomber Détroit. Le contexte du match, globalement, les Pacers dominent le match. Il y a pas trop match d'ailleurs. Les Pacers gagnent assez facilement. Le match est déjà gagné. Mais on sent une atmosphère assez particulière, que ce soit sur le terrain ou en tribune, tu sais, c'est cette sensation, ce feeling où on sent qu'à tout moment, il y a un truc qui peut péter et quelle fut, la surprise quand les 2 étincelles se croisèrent entre Ben Wallace et Ron Artest. Le début de la confrontation, la grosse poussette dans le dos et après ça part en cacahuète. Les joueurs se séparent sur le terrain, il y a une espèce de grosse mêlée générale. On a cette image mythique, de Metta World Peace, anciennement du coup Ron Artest, allongé sur la table d'arbitrage. Hem Et à ce moment-là, c'est là que tout part, enfin, c'est à ce moment-là que finalement, ouais, tout part de là. C'est au moment où Ron Artest s'allonge sur la table, où lui, il est vraiment dans une dynamique apparemment c'est sa manière à lui de se calmer et d'essayer d'extérioriser et de n voilà, de fuir un petit peu le conflit. Le public prend ça pour une provocation et Ron Artest prend un gobelet de bière dans la tronche et là, il disjoncte. Les fils se touchent. Ron Artest qui commence à cavaler dans les tribunes, qui arme le poing et je sais pas si vous avez eu la chance, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite réellement à aller voir le documentaire qui a été fait sur Netflix de Malice at the Palace qui résume vraiment très bien cet événement et qui montre un petit peu tout ce qui s'est passé. Ah ça y est, ça part en cacahuète, les bagarres générales, tribunes, public, joueurs, tout se mêle. Heu, comment vous l'avez je sais pas déjà qui l est-ce que l'un de vous 2 l'a vécu en direct? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez pas forcément de souvenirs, mais en tout cas, après avoir vu le replay, est-ce que même en regardant le replay et regardant les documentaires, vous sentez qu'on est sur un événement hors du temps quand même? Bah, clairement. Alors, faut quand même juste dire, tu as très bien expliqué tout ce qui s'est passé. Quand ils montent dans les tribunes, ils se plantent de Ils se plantent de spectateurs quand personnes. ils font une baigne, hein Mmh, et c'est le mec qui a jeté le gobelet qui le récupère, qui le chope pour, éviter qu'il continue à castagner le mauvais spectateur. Ça, c'est pour la petite exactement. anecdote. Alors non, moi je l'ai pas vu en direct évidemment, mais bah, tu as plein d'images qui tournent. Alors, même si la NBA a essayé d'épurer pas mal les choses, tu peux le retrouver. Je l'ai encore revu hier, hier soir avant de préparer ça, sur Dailymotion. Alors je savais même pas que ça existait encore, mais en tout cas j'ai trouvé là-dessus et oui, oh, tu vois, fallait la placer celle-là et en fait, oui, tu te rends compte et ça va en découler dans la suite de notre échange, mais que tu es sur un truc que tu en fait, tu t'y attends pas, c'est
très brutal. Alors là, on en sourit, on en fait machin, mais à l'époque, c'était, même quand tu vois ça la première fois, tu es choqué, en fait, parce que on a vu nous dans nos sports à l'européenne, le foot et tout, tu as des bagarres de tribunes, tu as des supporters qui se foutent sur la gueule et c'est pas et ils sont tous très cons, hein, mais on a ce truc-là. Mais d'avoir des joueurs qui vont dans le public pour aller foutre sur la gueule aux mecs du public, en fait, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à tout sauf à avoir les acteurs principaux du sport, donc les mecs sur le terrain, qui rentrent dans les tribunes pour râler à la confrontation contre des spectateurs. C'est ça qui est choquant. Après tout ce qui se passe autour évidemment, mais moi c'est ça le premier truc, c'est de te dire: «Attends, tu as des joueurs qui sont montés dans les tribunes pour aller casser la gueule à des spectateurs». Ouais, C'est, truc tu de peux le fou. revoir même 20 ans après, ça reste, assez choquant, même quand tu connais l'histoire, tu vois? Mmh. Toi, Yaya, est-ce que déjà, au vu du contexte, des tensions entre ces 2 équipes, la conférence Est, l'historique de Détroit, est-ce que tu avais potentiellement envisagé qu'un jour ça puisse comme ça, bah, partir complètement et être hors de contrôle? Et est-ce que, comme le disait Yannick, on a plutôt tendance, nous, Chris. Européens, à avoir l'inverse, pardon, Chris, ouais, avoir l'inverse dans nos sports européens, type le foot ou autre, de voir plutôt un envahissement de terrain par les supporters et là, vraiment de voir les joueurs monter en tribune pour aller se castagner. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Alors moi, il y a plusieurs choses. Déjà, je vais, revenir sur un contexte, c'est que, à l'époque, il y avait pas il on consommait pas le basket de la même façon. Ça veut dire que tu avais un match dans la pas, sur Canal+ à l'époque, dans la nuit du vendredi à samedi. Tu avais un match, à 2 heures du matin sur Canal. Donc voilà. Donc si c'était pas, diffusé, tu avais pas. En revanche, le lendemain matin, tout, je dis bien tous les journaux en parlaient. Tous, 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 tous. Ça veut dire qu'il y avait une brève, que ce soit dans le journal de TF1, de France 2, M6, tout ça. Et à l'époque, il y avait même pas la TNT, tu vois? C'était 6 chaînes et tous en parlaient. Après, si tu avais bien sûr les chaînes du câble et tout ça, voilà, je parle de choses que Le certains ont commun des connues. mortels pouvait vivre, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, si tu veux, ça a mis quelque chose. Moi, pour être clair, même si je suivais beaucoup la NBA à cette époque, on n'avait pas les calendriers, on n'avait pas tous les calendriers comme maintenant où, tous les soirs tu vas te coucher, tu sais quel match tu vas pouvoir regarder le lendemain matin quand tu te lèves ou qu'est-ce que tu vas regarder sur le Game Pass. Il y avait pas de Game Pass. Le Game Pass, il est arrivé, je crois, 2009-2010, tu vois? Mmh. Donc tu vois, tout ça, on l'avait avec un certain écart. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour ce qui est de vous parliez des sports européens, c'est arrivé plusieurs fois que et moi, tu vois, j'ai pris une petite note. En 1995, tu as Éric Cantona qui monte, en fait, qui se fait insulter par un supporter de Crystal Palace et il va et il lui met un coup de pied avec ses crampons et voilà. Il lui envoie le fameux chassé et ouais. Voilà, à Selhurst Park, voilà. Donc, tu vois, c'est arrivé. Plus tard en France, il y a eu, Patrice Evra qui l'a fait avec des supporters de Marseille, enfin, c'est arrivé plus souvent. Mais, effectivement, la NBA, est une ligue qui fait très attention et on va parler d'autres choses tout à l'heure, mais oui, il fait toujours très attention à son image et le fait que, heu, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, le fait que ce soit des sportifs noirs, qui gagnent des millions, il y a eu beaucoup de jalousie, donc du coup, tout le monde leur est tombé dessus. Bien sûr. Donc tous les conservateurs ont dit: «C'est une honte» et machin. Exactement un peu comme en France, il y a eu avec, au moment de Nice Na. C'est-à-dire que il y a un relent, on va dire, Politique. de racisme, Mmh. derrière, de racisme, de politique qui s'empare pour se faire mousser gr quasiment gratuitement sur le dos de ces jeunes sportifs qui gagnent des millions parce qu'ils ont un talent. Voilà.
Ouais, c'est très, très bien résumé et finalement, tu as bien fait de mettre les pieds dans le plat parce que du coup, ça me permet d'enchaîner un petit peu. Conséquence immédiate de cet événement, bien évidemment les suspensions, une suspension historique, celle de Ron Artest. Il est suspendu l'intégralité du reste de la saison. 86 matchs de suspension. De leur côté, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal et Ben Wallace sont suspendus plusieurs dizaines de matchs, mais c'est un 25 tournant pour déjà. Steve Ouais, Jackson, c'est ça. 25. C'est clairement un tournant pour la saison, d'Indiana parce que cette suspension fait que, bah, tu pourras plus aller jouer le titre derrière. Donc un tournant déjà historique, mais un tournant aussi purement sportif parce que, bah, voilà, on en parlait, Indiana était vraiment à la quête d'aller chercher ce titre et là, ça se complique forcément. Hem Perte salariale massive pour les joueurs impliqués. Il y a des suspensions. Les suspensions sont bien évidemment suivies, de suspensions ensuite de salaire, de manière assez logique. Hem, on en parle aussi au niveau plus global de la NBA, tu t'en as parlé Yannick. Heu on est sur une ligue fermée, privée, la NBA et l'impact de cet événement sur la ligue est tout simplement désastreux. On le rappelle aux États-Unis, tu en as parlé un petit peu en introduction avec, ce que couvre The Playoff. Il y a la NFL, il y a la NHL. La NBA n'est pas forcément le sport majeur, il y a aussi la MLB et avoir un tel événement, à ce moment-là, dans un contexte racial, encore une fois, très compliqué aux États-Unis, où la moindre étincelle peut être récupérée politiquement. À l'époque, c'est quoi? C'est George W. Bush fils qui est Oui. président des États-Unis. Donc Mmh, voilà, il y ouais. a il y a vraiment un contexte social qui est complexe. David Stern est encore commissionnaire de la NBA à ce moment-là. Hem, Avant de rentrer un petit peu dans les réponses qu'a donné David Stern et le tout ce qu'on toutes les règles, le changement d'image, la sécurité. Déjà au niveau des suspensions des joueurs, pareil, le documentaire Netflix nous renseigne très bien là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des suspensions qui, finalement, sont obligatoires pour un type d'événement comme ça? Ou est-ce qu'on a été beaucoup trop dur avec les joueurs et beaucoup trop tendre avec le public? Alors moi, il y a juste une petite chose. Hem, il y a, il y a quelque chose que je voudrais, mettre en avant, c'est que les gars, ils sont pas vraiment battus entre eux. C'est ça. C'est vraiment avec le public. En fait, Mmh, c'est au comme aujourd'hui, c'est Rudy Gobert qui en avait parlé. Aujourd'hui, nous les gars, on veut pas se battre parce qu'on peut se tuer en fait. Ils sont tellement costauds qu'ils peuvent se tuer. Donc en fait, les gars, ils se poussent, machin, ça s'intimide, mais ça sort pas en fait. Les points ne sortent pas. Hem On voit un moment, même, les gars, les joueurs de Détroit, en fait, ils se connaissent tous, c'est un microcosme. Ils vont pour se séparer, en fait. Ils vont pour mmh. protéger les autres. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il y a eu des suspensions aussi du côté de Détroit. Concernant les suspensions, bah, oui, il y a en fait, ils vont p et c'est justement j'ai re-regardé justement, l'épisode de Netflix dans l'envers du sport. Bah, les gars, ils ont la NBA n'a pas protégé ses joueurs, mais a protégé son business. Ça veut dire que les supporters, eux, bah, ils ont eu des sanctions, pénales. Il y en a que certains qui sont interdits de stade, mais mais voilà, le gars qui a jeté son gobelet, qui a mis la poudre, ah, À part Bah, une il a quand même suspension eu de des stade, au il a eu des final, san non, non, il a eu plus que ça. Il a eu la suspension de stade, il a eu une amende, bon, 500 $, il a pris 30 jours de prison quand même. oui, mais ouais, c'est pas la NBA qui les prend. C'est le Non, mais comité d'accord. de voilà. Oui, oui, Non, il mais est je te parle passé par devant un rapport à la NBA. tribunal, OK. Mais Non, non, mais en fait, enfin, il quand y a tu il y a la dis non, mais justi quand tu il y a la justice civile et la justice, NBA. La bien sûr. justice NBA, tu vois? Et oui, mais après c'est compliqué. attends Yannick, tu voulais que la justice NBA fasse quoi sur les spectateurs à part les interdire de stade, en fait? Elle a pas de pouvoir juridique autre qu'interdire un spectateur de stade. Oui, C'est non pas Bah, mais possible. ou alors j'ai pas les règles et il faut qu'on aille fouiller. Mais je serais très surpris que la NBA ait d'autres, leviers bah, dans son arsenal, tu vois? Bah, non, mais oui, de toute non, façon, on le voit aussi avec on en reparlera aussi, mais, actuellement, les histoires de paris sportifs, à part suspendre un joueur, et lui faire une restriction, financière, la NBA, heureusement, hein, j'ai envie de te dire, n'a pas la capacité d'envoyer quelqu'un en prison. Derrière, c'est la justice en question qui reprend le dossier.
Ah pardon Donc Yannick, je t'ai voilà. coupé, hein, mais Ouais, ouais, ouais. Non, mais Vas-y, tu bien fait, tu bien fait. écoutez les gars, je vous propose qu'on enchaîne. Ça nous donne la transition sur, ce que David Stern, à l'époque commissionnaire, met en place pour essayer de réglementer et réguler du coup, post, événement, post Malice at the Palace. Au niveau des règles et des protocoles, on a sécurité renforcée, donc plus de personnel, dans les stades, plus de sécurité entre les joueurs et les spectateurs. On a aussi une distance qui augmente entre le public et le terrain, qui après le temps passant, c'est aussi régulier, mais voilà, on le sait, en NBA, vraiment, le public est sur le terrain. Il y a pas de grillage, il y a pas de filet comme nous, Européens, on a potentiellement l'habitude de le voir dans nos stades, que ce soit du football, même, handball, basket, on voit, hein, Basket. dans des gros stades européens, voilà, il y a des filets de temps en temps qui séparent. Oui, en Heu, Grèce, mais en regarde, voilà, tu vas au championnat de France, bien sûr, pas la même voilà. ambiance, pas la Ouais, même donc ambiance. même en Euroleague, tu vois, il y a encore des courtside, tu vois? Ouais. Tu vas à Madrid, tu vas à Barcelone, c'est courtside. Donc Gaston Médecin, bon, il y a pas de spectateurs, donc comme ça, c'est vite vu. Mais le stade de Monaco, mais voilà, c'est plutôt la tradition au basket d'être, proche du public. Exactement. À ça s'ajoutent du coup, des règles beaucoup plus strictes entre les interactions entre joueurs et fans. On les limite de plus en plus, voire on les interdit. Ça commence Hem déjà un petit peu avant déjà. Ça avait déjà commencé un petit peu avant, mais là vraiment c'est tu sens qu'il y a un truc qui se passe, il y a c'est vraiment l'élément déclencheur de OK, on avait mis en place quelque chose, là on va vraiment appuyer, ça nous permet vraiment d'appuyer, de rendre encore le règlement encore plus strict. Des sanctions plus lourdes aussi pour tout contact physique avec le public, forcément, hein, à un moment donné il fallait aussi s'emparer de ce sujet-là. Au niveau du changement d'image, c'est peut-être la plus grosse modification et la plus grosse règle qui a été instaurée au début des années 2000, le fameux dress code. Code vestimentaire obligatoire, on le sait, hein, ça a notamment, choqué et ça avait notamment, fait parler autour de joueurs comme Allen Iverson à l'époque, qui était vraiment une figure aussi, urbaine, populaire et du coup à qui on imposait, quelque chose qui n'était pas du tout dans ses convictions initialement. On est vraiment sur une communication axée autour de joueurs modèles, voilà, on veut des costumes, on veut des joueurs clean, on veut limite, un service militaire. On veut éviter tout débordement possible. Et une formation de sécurité pour les officiels et les arbitres. Voilà les règlements qui sont mis en place à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette réglementation? Est-ce qu'à ce moment-là, c'était quelque chose d'obligatoire ou est-ce qu'on a été trop strict, on a été trop loin ou pas assez? Mmh. Vas-y Chris. Plusieurs trucs. Alors, je me permets juste de compléter, en Bien sûr. 2005, la NBA aussi a lancé le programme NBA Cares Eh oui. pour redonner une image valorisante de la ligue parce qu'en fait, tout part de là. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la ligue, la NBA est salie, en fait, avec cette image-là. David Stern, on sait que David Stern, dans son héritage, un de ses gros chantiers, ça a été de récupérer une NBA qui était déjà très peu regardée par les gens parce qu'elle avait une très mauvaise image. Image de voyou, image de drogué, il y avait, oui, oui, bah, oui, il y avait une image aussi autour du Roland de racisme. Tu en parlais Yannick, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut le dire. Donc c'était très nauséabond autour de la NBA. David Stern a fait un énorme boulot là-dessus et en fait, ce soir-là, le Malice at the Palace a replongé un peu dans les mauvais travers de la NBA parce que des bagarres en NBA dans les années 60-70, il y en avait pas tous les soirs, mais quasiment, tu vois? Donc Oh, dans les années l'image de 80, la déjà, ligue, hein. oui, voilà, mais l'image de la ligue a été vraiment salie par là. Donc il fallait vraiment mettre un coup de propre, un coup de balai. Sur les sanctions, sur les joueurs, moi, je suis pas choqué. C'était quelque chose d'inédit. Moi, je trouve très bien qu'ils aient tapé aussi fort parce que du coup, tu as une jurisprudence pour les autres. Voilà, si tu retournes, aller mettre, une baigne et un spectateur, voilà ce que tu vas prendre derrière en termes de suspension et en termes d'amende. Parce que les amendes, là, aujourd'hui, les joueurs touchent des millions et des millions, mais à l'époque, c'était pas les mêmes salaires non plus, donc l'impact était différent. Donc moi, je suis pas choqué là-dessus. Hem, le dress code et c'est le deuxième truc que je voulais aborder. Je vais pas dire qu'ils ont profité de cet événement-là pour le mettre en place, Mais mais un petit peu. c'était un peu dans les tuyaux par rapport aux éléments que j'ai apportés avant. Le côté hip-hop, le côté bad boy, le côté voyou, le côté, ça vient des quartiers américains, tout ça et cetera. Aucun jugement dans tout ce que je dis évidemment, mais c'était le constat de l'époque Non, et c'est les faits. c'est ça et je pense qu'ils en ont profité. Ils se sont dit: «Là, tiens, on a une opportunité en or
dans ce marasme pour pouvoir mettre en place ce truc-là qui est quand même un élément fort, tu vois? Tu dis aux joueurs: «Vous n'avez plus le droit de venir et de vous vêtir comme vous voulez, vous devez venir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça», tu vois? Donc moi, je pense que le dress code est une, c'est venu grâce à Malice at the Palace ou à cause plutôt, mais c'était déjà dans les tuyaux et ça serait venu tôt ou tard. Donc je trouve que la NBA a fait ce qu'il fallait et c'est surtout le NBA Cares, c'est pour ça que je me suis permis, Tom, d'en parler, qui a Tu bien permis raison. de mettre en place et de se dire: «Bah, voilà, les joueurs, c'est pas que des voyous, c'est pas que des mecs qui se foutent sur la gueule, c'est des gars qui vont dans des associations, qui vont aider pour, les populations qui sont le plus dans le besoin, dans les quartiers, dans les communautés» et on voit aujourd'hui depuis des décennies, depuis une bonne décennie, à quel point ça a revalorisé positivement, l'image de la ligue. Programme d'ailleurs qui est encore d'actualité, le NBA 15. Toi, Yaya, Bien qu'est-ce sûr. que tu penses de toutes ces suspensions et toute cette, ces nouvelles enfin, suspensions, ces nouvelles réglementations, où on essaye de, bah, forcément de mettre en sécurité les joueurs et le public et en même temps, on enlève une part de liberté aux joueurs avec ce dress code. On enlève une part de liberté au sport en essayant bah, de freiner les discussions et les échanges entre public et joueurs. Donc voilà, en fait, on veut éviter le risque. Est-ce que pour toi, on est allé trop loin ou est-ce que c'était nécessaire pour obtenir aujourd'hui une ligue propre? Alors, je vais essayer de, avec mon regard d'ancien, de faire une petite rétrospective. Chris en a à peu près parlé, dans les années 60-70, la NBA n'est même pas diffusée sur les canaux américains. C'est rediffusé avec, Magic, la rivalité Magic, Larry Bird. Donc tu vois la guerre des 2 Amériques, en gros. Et avec cette opposition et c'est remis en place avec David Stern et quand David Stern arrive, c'est Michael Jordan qui arrive avec son aura et ce qu'il est. Et il faut pas oublier que, il y a eu beaucoup de couacs au début. Il y a eu des suspensions, tu parlais de suspensions inédites. Non, c'est pas des suspensions inédites. Il y avait, moi je me souviens, un joueur qui s'appelait Roy Tarpley, il s'est fait, choper, sous coke. Bah, écoute, hop, Ouais, OK. Non, il s'est fait c'était inédit dans le sens, le côté oui, hors consommation de Ouais, drogue. le voilà. côté sportif purement sur le terrain, quoi. Donc Voilà. tu vois, il Pardon. non, mais il a commencé par nettoyer ça. Bien sûr. Ensuite, les bagarres, c'était inhérent. Tu parlais de Détroit, c'est les Bad Boys. 88, 89, 90, c'était leur apogée. Ensuite, il y a eu les Knicks, tout ça. 94, c'est le premier vrai choc, culturel puisque David Stern a essayé de mettre en place les Christmas Day, enfin, de développer les Christmas Day et il y a un Chicago New York à Chicago en 94. Il y avait plus Michael Jordan et il est au stade et là, bagarre générale, mais la vraie bagarre générale sur le terrain où là, il y a les coups qui sont partis et là, ça l'a choqué et à partir de là, il a commencé à mettre un tour de vis et il a toujours essayé de tenir et c'est à partir de là où, au moindre bagarre avant, tu avais une bagarre, tu étais sorti et le match d'après, tu revenais et là, les suspensions ont commencé et les amendes ont commencé à tomber et arrivé, du coup, au début des années 2000, ça redevient un peu clean et Détroit arrive et il y a cette fameuse, bagarre et là, effectivement, il y a aussi le phénomène et tu l'as dit, où, il y a eu une grève en 99 qui a été très mal perçue par le public en disant: «Ouais, c'est quoi ces millionnaires qui, font la grève pour être plus payés?» Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la NBA, en fait, tous les revenus sont mis en commun et les propriétaires avaient à l'époque 47, les joueurs 53 et les propriétaires voulaient plus pour eux parce qu'ils estimaient qu'eux, ils donnaient plus d'argent que ce qui ça leur apportait et en fait, cette grève a été très instrumentalisée par la NBA, notamment dans les médias et les joueurs commençaient à avoir des images, un peu négatives. Surtout que, eh beh, tu parlais, c'était des mecs qui, commençaient à ressembler aux joueurs aux gens qui étaient plutôt dans les quartiers avec, tout ce qui était plutôt, heu, on va dire, plutôt street et les gars, il y avait un sentiment de jalousie par on va dire, en gros, le cœur de cible, la Middle East, quoi.
Et puis là, à ce moment-là, Mais quoi ouais, je complète juste ce que tu dis, après je te relance dessus. C'est vraiment je pense à ce moment-là, moi, pour avoir un petit peu aussi de retours de gens qui l'ont vécu, c'est vraiment à ce moment-là que la culture hip-hop se mélange à la culture basket, s'internationalise et a des vraies figures autour de, voilà, une façon de se saper, une façon d'être, une façon aussi d'écouter de la musique et ça va un petit peu à l'opposition d'une politique gouvernementale qui essaye aussi de tout réglementer à ce moment-là. alors, il y a aussi, alors, je suis d'accord avec toi, sauf que la NBA, au début des années 90, s'est bien servi du hip-hop Ah oui, pour lancer son truc. Tu vois, moi, je me souviens des cassettes, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes VHS, c'était avant le DVD, hein. Vous avez pas connu, mais voilà. Chris, tu connu, mais bon. Et en fait, si tu veux, c'était des clips entiers de highlights avec du son hip-hop pour attirer ça. Et il y a toujours eu cette connexion. Il y avait des joueurs qui venaient des quartiers, qui écoutaient du hip-hop. Il y en a même, qui enregistraient des albums de rap. Shaq enregistrait des albums de rap qui sont restés légendaires. Cédric Ceballos, voilà, tu vois? Tu vois à peu près le niveau. Donc il y a toujours eu cette connexion, mais arrivés au stade, ils étaient pas habillés comme ça et tu as Allen Iverson qui arrive avec les cornrows, qui a mis en avant et puis de plus en plus de tatouages et en fait quelque chose qui en fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où ils étaient gentils à la télé, qu'ils faisaient pas de vagues, qu'ils étaient pas comme ce qu'ils avaient, dans leur quartier, ça allait. Mais à partir du moment où ils sont montrés, c'est devenu un problème. Donc heu, donc voilà. Donc en fait, il y a tout ce contexte, qui fait que c'est arrivé petit à petit, à ça et cette bagarre a été l'occasion, de taper dessus sur cette un peu tu vois? Je fais un Nous, ça nous est arrivé en France 6 ans après avec Naïsta, où, il y a eu beaucoup où pour moi, je trouve qu'on leur a tapé dessus, juste parce que, c'était pas des la classe dominante et en plus, ils gagnaient des millions alors que, tu vois, toi, tu travailles, voilà, le working class, tu vois? Il y a ouais, toujours ce c'est toujours plus facile de taper sur des sportifs de toute façon à partir de ce moment-là et surtout à partir du moment où la politique commence à s'en mêler. Je pense qu'on est tous les 3 d'accord pour dire que c'est une cible facile. voilà, événement dramatique, mais finalement qui a plus servi et qui a été élément déclencheur derrière pour la ligue pour mettre en place tout ce qu'ils avaient déjà en tête en termes de restrictions, en termes de réglementation. Hem, Au fur et à mesure du temps, les règles se sont, petit à petit aussi, plus élargie, plus ouverte. On peut faire le comparatif aussi avec le football européen. À Paris, il y avait eu des choses dramatiques dans les stades. On avait pris aussi des mesures drastiques. En Angleterre, idem. En Italie, pareil. Et au fur et à mesure du temps, on sent aussi que, voilà, il faut peut-être passer par des mesures radicales et strictes pour essayer, de tout simplement repartir sur des bons rails. Aujourd'hui, le dress code n'existe plus. On le voit, hein, tous les soirs, des joueurs à NBA arriver, des fois de manière un peu extravagante, mais c'est aussi ça qu'on aime. Il y a vraiment eu cette, Ouais, mais c'est vraiment ils tout sont le plus spectacle. ils arrivent plus en baggy avec des chaînes et Non, machin, voilà, ouais, là, on est plus sur des après mannequins, on est plus sur un autre tu vois, style vestimentaire. je suis pas d'accord avec toi sur par exemple, le foot, en Europe. Regarde en Angleterre, ils ont fait un truc, c'est-à-dire que c'est plus une culture populaire. C'est plus des supporters, c'est des spectateurs qui vont dans les stades. En Tu vas en Angleterre? Angleterre, maintenant non, c'est fini. C'est Ah, je suis fini, pas d'accord avec toi. Ah, tu pas du vas tout. mais tu vas à Arsenal, mais c'est pas comme à l'époque dans les années 80 où c'était vraiment, y tu vois? Regarde les copes, on prend Anfield. Anfield, derrière les buts, tout le monde était debout, machin. C'est interdit maintenant. Tu as même plus le droit d'être debout dans les stades en Angleterre. Ouais, moi, je suis C'est plus les mêmes ambiances. bon, Chris, je te donne la main là-dessus, mais moi, je suis beaucoup plus mesuré dans le sens où je pense que ça a aussi permis d'évincer des stades des gens qui étaient réellement problématiques et qui venaient que pour Ça boire et déplace se foutre sur la gueule. ça ça déplace Et le au fi problème. et au final, aujourd'hui, je suis pas d'accord Yannick. Moi, regarde, je te prends l'exemple du Parc des Princes. Le Parc des Princes a été triste à mourir pendant 5 ans. Aujourd'hui, tu peux demander à toutes les équipes anglaises, les supporters parisiens sont réputés pour être un groupe des supporters les plus bruyants et les plus cool à voir et à suivre et il a fallu passer par là pour avoir un Parc des Princes agréable avec une vraie ambiance foot.
Aujourd'hui, en NBA, c'est pas forcément le cas, mais aujourd'hui en NBA, les gars et depuis cet événement-là, il s'est jamais reproduit un événement de cette ampleur et on peut en parler, Chris, j'aimerais bien te lancer Mmh. là-dessus. Ouais, Je te prends l'exemple d'un joueur qu'on aime bien tous les 2, Russell Westbrook, qui a été au cœur de pas mal de polémiques ces dernières années, moqué par beaucoup de spectateurs. Maintenant, Russ, quand il va voir un arbitre et qu'il dit: «Attends, lui, il vient de dire un truc de fou, il vient d'insulter ma famille ou quoi», ouais. le supporter, il dégage. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Non, non, clairement, c'était exactement l'exemple que je voulais aborder, sur Westbrook parce que c'est les trucs qui me reviennent quand on parle un petit peu de tout ça, d'incidents entre, spectateurs et joueurs. Je trouve que je reprends ce que je dis tout à l'heure, la NBA a bien fait, il fallait taper fort, il y a un moment, en fait, ça va, en fait, faut arrêter, tu vois? L'indulgence, faut arrêter. Quand tu as des cons dans un stade, quel que soit le sport, je vais pas revenir sur votre discussion foot parce que j'ai pas assez d'éléments, même si j'ai mon opinion, heu, il faut taper fort, faut les virer, en fait. Je veux dire, quand tu vas dans un stade, quel que soit le sport, quelle que soit la compétition, tu y vas pour regarder des athlètes, des sportifs pratiquer du sport. Tu es pas là pour les insulter, tu es pas là pour leur balancer des trucs à la gueule et moi, en tant que père de famille, tu vois, ma petite est encore trop jeune. Mais quand elle sera en âge de pouvoir aller voir des matchs, que ce soit du foot ou des machins, du basket, bah, en fait, je veux pouvoir aller dans une arène sportive en toute sécurité. Alors certains vont dire: «Ouais, gna gna, mais il faut de l'ambiance, faut du truc». Ouais, vous pouvez faire toute l'ambiance que vous voulez, mais dans un cadre respectueux, en fait. Moi, c'est tout ce que je demande et en fait, c'est la normalité. C Je veux dire, tu vas pas dans un stade pour te prendre des trucs sur la gueule ou, pour aller, cracher sur un joueur parce que tu as pas aimé sa prestation. Tu parlais des paris sportifs tout à l'heure, Tom, je fais juste un petit encart rapide. Les joueurs se plaignent de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même parfois dans les stades où, tu as des mecs qui vont faire des paris en live dans le stade parce qu'ils vont voir des performances. Tu peux faire tellement de paris sur tout et n'importe quoi aujourd'hui que tu vas avoir des mecs qui vont aller insulter les joueurs, soit en DM ou alors directement, à la sortie en disant: «Ouais, mais attends mon gars, j'ai parié», je dis n'importe quoi, 1 balles sur le fait que tu allais marquer, plus de 20 points, tu en as mis que 18. Mais les gars, faut se calmer en fait. Dans quel monde on vit au bout d'un moment, tu vois? Les mecs, Ah ouais, je suis c'est des d'accord. sportifs, chacun a sa place, tu vois? Toi, tu es spectateur, tu es là pour supporter, pour ambiancer dans la limite du respect. Et à côté de ça, les joueurs, les athlètes doivent être là pour nous proposer un spectacle. Ils sont grassement payés pour ça et surtout ne plus jamais revoir ce qu'on a vu. Parce que c'est ça qu'il faut aussi se dire à la fin de cet élément-là de Malice at the Palace. On en parle, ça fait 20 piges. On ne doit plus voir ça aujourd'hui, ce n'est plus possible malgré toutes les règles. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui pète un câble. Toi, tu peux mettre toutes les règles que tu veux, tu es pas à l'abri que ça arrive à nouveau. Mais ce Bien qu'il faut, sûr, c'est que ça n'arrive plus. on est d'accord. Yaya, tu as un élément des éléments de réponse à donner là-dessus? Non, non, mais je suis assez d'accord. Moi, après, encore une fois, moi, c'est la cible, en fait. Ça a été, un peu pour moi, tu cibles les joueurs, mais tu cibles pas, les 2 côtés, en fait. Donc tu vois, Ouais, c'est après, je n'ai pas la solution, mais oui, effectivement, après avoir fait, ce genre de choses, après, tu vois, avoir espacé avec les spectateurs, le fait qu'aujourd'hui, le moindre écart verbal est sanctionné, choses comme ça. À vrai dire, tu vois, je suis pas contre. Je suis même plutôt pour. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le manque d'ambiance. Tu vois? ouais, OK. On peut mettre de l'ambiance sans insulter les autres, hein, tu vois? On peut se réjouir de beaucoup de choses sans, aller contre les autres. Mais, voilà, après, si tu veux, moi, ce qui est à côté de ça, j'ai ce qui m'a un peu embêté, c'est que c'était des décisions, plus Politique, plus business, politique, business, ouais. ouais, que, des vrais trucs. Tu vois? J'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment protégé leurs joueurs. Ils ont d'abord Mmh. protégé le business et ensuite ils ont protégé les joueurs. C'est plus, ce sentiment qui me dérange plutôt que les sanctions. Les sanctions, oui, elles ont raison d'être. Mais, si tu veux, j'ai l'impression que c'était plus des sanctions prises pour ça. D'ailleurs, justement, on parlait de Malice at the Palace, toutes les sanctions, les joueurs ont fait appel aux civils, ont porté plainte et ont gagné. Jermaine Ouais, O'Neal a gagné. Parce que, ça a brisé la carrière de Jermaine O'Neal, cette histoire. complètement, complètement. Tu vois? On va revenir sur le jeu,
heu, ça derrière, il a plus jamais rien fait comme, comme ce qu'il aurait dû, en fait, tu vois? Là, il aurait dû aller chercher son titre NBA, voilà. Lui, il l'a pas eu, en fait et tu vois? Et alors que lui, tu vois, lui, c'était une victime, tu vois? Et il s'est en fait, les gars, ils sont en fait, les joueurs NBA, OK, Artest, mais Artest est monté, derrière, ils ont eu une réaction d'équipe où ils ont été se défendre. Ils ont été agressés et c'est eux qui prennent. Tu vois? C'est là, en fait, où moi, il y a un truc qui me dérange. Après, Un c'est le narratif petit qu'ils poids veulent de se mesure. donner. Mmh. C'est eux qui veulent se donner ce narratif. Je pense que la vérité est un peu entre tout ça. Entre les 2. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis là, on parle purement d'événements, extrasportifs, mais si on revient 2 secondes et pour essayer de clôturer un peu cette vidéo, revenir sur du sportif purement, ça reste un énorme motif. Parce que finalement, cette équipe d'Indiana a été construite pour le titre. Est-ce qu'elle serait allée au bout ou pas? On peut pas le dire. On était le 19 novembre, c'est le début de la saison, il y avait encore plein de choses et derrière, tu vois? On parle de Ron Artest, lui, il est allé prendre sa bague avec les Lakers, mais tu l'as dit, ça a modifié la carrière de plein de joueurs, ça a modifié vraiment un environnement, une structure d'équipe. Heu, les Pacers ont mis pas mal de temps aussi à s'en relever, on va être tout à fait honnête, même, on peut parler de dizaines d'années. Non, Hem, parce que regarde en 80 enfin, ouais, une petite dizaine d'années, mais 80 2013, ils vont titiller un petit peu les hits, hein, quand même, hein? ouais, mais tu vois, c'est 10 ans plus tard. 10 ans, c'est un cycle en NBA. 10 ans, Ouais. c'est énorme, hein. C'est énorme quand même, donc et puis là, pour rejoindre des finales NBA, ils ont attendu plus de 20 ans. Ils ont attendu plus de 20 ans, tu vois? Chose qui, je pense, à l'époque, dans leurs ambitions, c'était clairement de prendre un titre avant les années 2005-2006. Ah, c'est des Heu, Indiana, c'est des losers, bon, ça, c'est le New-Yorkais qui parle. Hem, messieurs, je vous donne le mot de la fin. Si vous voulez, je sais pas, bah, donner une petite conclusion sur cette partie-là ou sur ce qu'il en est aujourd'hui. Juste pour rebondir rapidement sur le côté ambiance, moi, ça va être mon mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick, sur le côté, la NBA manque d'ambiance, mais j'ai l'impression que là aussi, la NBA va aller chercher ce qui se passe en Europe. Tu vois, je te prends un exemple simple, ce qui se passe à Los Angeles chez les Clippers avec le nouveau stade, le côté, on essaye de construire un mur de supporters, chose qui n'existait pas auparavant. J'ai l'impression que la NBA tend aussi à s'européaniser à ce niveau-là, ou en tout cas va chercher ce qui se passe en en Grèce, en Turquie, dans les enceintes où il y a des grosses ambiances. On n'arrivera jamais à obtenir la même chose en NBA parce qu'on parle aussi d'une culture. La culture européenne, c'est aussi ça, c'est mmh, la culture du stade, c'est la culture du du vrai maillot. voilà, du maillot, du vrai supporter. En NBA, on est plus, tu l'as dit, sur un business fermé où aujourd'hui les joueurs cherche plus potentiellement le titre et la bague plutôt que cette ambiance, équipe, club, famille. Mais j'ai l'impression que là aussi, on est en train d'avancer sur ce stade-là, qu'on est aussi de plus en plus, tu vois, je te prends une équipe championne OKC. OKC est aussi réputée pour être une enceinte avec des très gros fans, une équipe jeune, une ville jeune et des très gros fans. Donc j'ai l'impression que là aussi on évolue. Messieurs, bah, vas-y Chris, je te lance sur ton Ouais. mot de la fin et on laissera Yannick rebondir après. Ouais, non, non, bah, le mot de la fin, c'est toujours important de revenir sur des faits d'histoire comme ça et en fait, ce que disait Yannick juste avant, c'est qu'en gros, faut jamais oublier, parler de ligue fermée, machin, que la NBA, c'est d'abord un business, en fait. Avant d'être du sport, avant d'être des athlètes qu'on regarde tous les soirs, toutes les nuits et sur lesquels on débriefe tous les ans, c'est d'abord un business, les gars, en fait. Donc, bah, ils protègent leur business comme une entreprise privée sur D'accord. laquelle, bah, il y a un truc qui leur tombe sur la gueule, hein, pardonnez-moi l'expression, donc ils doivent gérer. Donc encore ça montre encore une fois que la NBA, c'est d'abord un business et qu'il faut faire avec. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut et je terminerai par là, il faut surtout aussi se dire que c'était une autre époque, c'était il y a 20 ans, heu, qu'on on n'a pas comparé, c'est ça qui était bien dans cette émission-là, mais tu vois, comparer les époques, comparer les périodes, comparer les événements, faut toujours prendre ça avec de grosses pincettes parce que, C'est complexe. chaque cas est différent, chaque situation est différente, le passé est différent d'il y a 20 ans d'aujourd'hui donc voilà. C'est important de revenir sur cet événement-là qui a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, mais en espérant, comme je disais tout à l'heure, que voilà, on va aller dans le mieux et on ira dans le mieux. Après pour les histoires d'ambiance en NBA, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense que la culture américaine fait qu'on n'arrivera jamais, même s'ils vont essayer d'aller chercher ce Ouais. qui se fait en Europe, Mmh. ils y arriveront pas, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, Non, mais ça, c'est non, non. sûr, c'est sûr. C'est clair. Yaya, vas-y. Alors moi, pour moi, en fait, cet événement,
a créé un espace-temps, une ouverture, spatio-temporelle et il arrivait tellement de choses derrière. Je pense que, bah, déjà premièrement, la ligue a commencé à devenir plus soft, vraiment. On parlait de trash talking, choses comme ça. Maintenant, au premier regard, tu as faute technique, tu as ce genre de choses. Donc ça a contribué à être moins une ligue de défi et du coup, à être plus une ligue, tournée vers ce que j'appelle le soft, tu vois? C'est plus la même chose. Alors déjà que ça s'était quand même vachement, assoupli. Pour moi, c'était le chant du cygne sur une façon de jouer et du coup, ce qui en découle pour moi, c'est que, beh, en fait, c'était le terreau pour, l'émergence d'un nouveau type de basketteur et avec une autre façon de concevoir le basket. C'est l'arrivée des Européens et je pense que c'est cet événement majeur qui a fait qu'aujourd'hui, les Européens sont arrivés en masse et qu'il y a toutes les équipes ont un voire 2 Européens dans leurs effectifs et ça va continuer puisqu'on voit sur les drafts des choses comme ça et pour revenir sur l'ambiance, hem, c'est bizarrement en universitaire, il y a beaucoup plus d'ambiance parce qu'il y a un Bien sûr. sentiment d'attachement qui est beaucoup plus ancré que ça. Donc et en NFL, il y a de l'ambiance. Mmh. Donc si tu veux, c'est ça, et la NBA encore ça a travaillé, c'est-à-dire que, on parlait du football, il y a un dicton anglais qui dit, «On peut changer de femme, on peut changer de travail, mais on change jamais son équipe». Donc ça en NBA, c'est pas encore le cas. J'en veux pour preuve, il y en a encore qui regardent pas les équipes, mais qui regardent les joueurs. Bien sûr. Donc voilà. C'est une très bonne définition et c'est une très bonne conclusion, Yannick. Je suis très fier de toi d'avoir été sage, pendant toute cette vidéo. Franchement, ça a été un vrai kiff, les gars. Je vous le dis, je vous remercie déjà d'être venus sur la chaîne de Coast to Coast. C'était un vrai kiff de pouvoir échanger autour de ce sujet-là. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve et que vous reveniez, au cours de la saison pour parler d'autres thématiques Ah moi je veux pas peut-être moi plus je veux pas actuelles. revenir avec Yannick, Ah bah, ça vous vous arrangez le parle vieux couple, hein, trop, ça il je veux parle pas trop là, savoir. Eh beh, pour une fois que je suis invité, je parle. ah bah oui, Moi, bah, c'est on a quoi bien vu que tu étais invité là, hein. Il a ouvert les vannes et c'est pas le moment de briser la fin de la vidéo. Laissez-moi terminer l'enregistrement, après on pourra parler. En tout cas, les gars, c'était un vrai plaisir de vous avoir. J'espère que vous aussi, spectateurs, spectatrices, vous avez aimé, ce contenu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous donner aussi des éléments que vous avez vécus ou pas d'ailleurs, mais autour de cet événement et de tout ce qui en découle. N'hésitez pas à aller aussi discuter avec Chris et Yannick sur Twitter, sur Discord, sur le salon de The Playoff. Allez écouter leur contenu et nous, on revient très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast, pour vous parler un petit peu, bah, d'actualité et pour préparer la saison à venir parce que c'est pas comme s'il y avait une saison plus qu'excitante qui arrive dans quelques semaines, messieurs. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Profitez bien de votre été et à très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao, ciao. Ciao.